Sois le changement que tu veux voir dans le monde. La phrase d'or de Gandhi est devenue tellement célèbre qu'elle pourrait en devenir banale. Pourtant, vous verrez que nos invités en ont fait un outil de paix qui a illuminé leur vie et celle des autres. Bonjour à tous, bienvenue dans l'info qui fait du bien. Et à la façon du Mahatma Gandhi, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux au rendez-vous. Voici le sommaire. Lire son livre, c'est une bouffée d'oxygène. Jean-Marie Defossé viendra nous parler de la sylvothérapie. Pour la journée de la lutte contre le cancer, Constance Hamel, créatrice de la plateforme La Vie Kintsugi, viendra nous raconter la victoire d'une mère et de son fils sur la maladie. On fera un petit tour de la revue de presse qui fait du bien. Et si je vous ai tant parlé de Gandhi, ce n'est pas par hasard. Nous recevrons en fin d'émission un invité exceptionnel, Arun Gandhi, son petit-fils. Et vous verrez qu'il a hérité de sa grande sagesse et de son pouvoir d'insuffler un espoir illimité. Alors surtout, restez avec nous. N'hésitez pas à commenter l'émission sur LIQFDB. Je lis tous vos commentaires, mais tout de suite, je rejoins mon premier invité. Jean-Marie Defossé, bonjour, bienvenue. Alors vous avez sorti un livre, Sylvothérapie, le pouvoir bienfaisant des arbres. Vous êtes docteur en biologie et votre chemin de guérison face à une maladie auto-immune, finalement vous a fait prendre conscience qu'il est important de lâcher prise, de bien respirer, mais également de laisser un peu plus de place à l'intuition. Alors en tant que scientifique, j'imagine que c'est plus dur et que finalement il était vain de toujours vouloir tout prouver. Aujourd'hui, vos maîtres, ce sont les arbres. Ils vous ont même inspiré une technique de santé. Et quand je dis inspiré, ce n'est pas anodin, puisque vous avez inventé la coach respiration. Alors, c'est une méthode pour gérer le stress et l'inflammation. Et à côté de ça, eh bien, vous enseignez la sylvothérapie. Racontez-nous, qu'est-ce que c'est ? Alors, bonjour Karine. Eh bien, il s'agit vraiment, sylvothérapie et coach respiration, des deux pôles de ma vie. Coach respiration, c'est une technique, vous l'avez dit, de gestion du stress, de l'inflammation. Sylvothérapie, c'est une approche qui permet de bénéficier au mieux de la présence vraiment relaxante, reposante, ressourçante des arbres. La première approche est très scientifique, la deuxième est très intuitive, et pourtant, elles ont deux piliers communs, la respiration, les arbres. Alors, pour moi, ces deux piliers n'en font plus qu'un, et c'est ma passion, parce que, quelque part, quelque chose me dit que la respiration nous amène à ouvrir notre arbre intérieur, et les arbres extérieurs, eh bien, simplement, pour moi, ils nous invitent à respirer. Alors, d'ailleurs, dans votre histoire, dans votre parcours, parce que j'ai fait un petit résumé, mais il y a un moment donné, avant de vous approcher à la sylvothérapie, vous aviez tout le temps envie de planter des arbres partout. Oui, j'étais chercheur. C'est quoi votre histoire ? Comment ? Parce que vous êtes chercheur, vous êtes scientifique. J'étais chercheur à l'Université de Liège en Belgique et quand j'ai fini ma thèse, j'ai démissionné parce que j'avais envie d'aller labourer la terre, planter des arbres, récolter des fruits et je pense que c'était un appel un peu symbolique, mais je l'ai fait au sens propre et vraiment pendant des années, j'ai planté des centaines d'arbres, j'ai semé des milliers d'arbres, j'ai une petite forêt qui est née, dont je suis un tout petit peu le papa en Loire-Atlantique, et qui est vraiment pour moi un sanctuaire pour les arbres et tout ce qui tourne autour. Aucun homme de mon vivant n'ira chipoter dans ce lieu-là, c'est très émouvant d'avoir une forêt qui se lève comme ça, et quand on y est pour un tout petit quelque chose. Alors, vous me disiez que il y avait aussi, vous avez abordé le côté scientifique. Alors, la sylvothérapie, c'est prouvé, il y a eu des études ? Oui, tout à fait. Il y a des effets au niveau du stress, au niveau de l'inflammation. C'est-à-dire, la sylvothérapie, quand on rentre dans une forêt, quand on va voir les arbres, c'est que c'est... Ce qui est prouvé, c'est ce qui a fait l'objet d'études, ce sont les bains de forêt à la japonaise. C'est-à-dire, on entre dans une forêt, on ménage une immersion sensorielle, les yeux fermés, les oreilles ouvertes, je vais dire presque jusqu'au cœur ouvert, et à la fin, on enlace les arbres. Et il a été prouvé que ce type d'approche est même plus simple, la simple promenade en forêt, la simple vision de photos d'arbres dans des pièces appropriées, l'odeur de la forêt avait des effets
de réduction de marqueurs objectifs du stress et une amélioration de nos performances immunitaires, ce qui est quand même extraordinaire. Alors, c'est vrai que lorsque j'ai lu votre livre, même lorsqu'on est déjà proche de la nature, finalement, ça nous ouvre une nouvelle porte. C'est incroyable. On a l'impression que finalement, on n'avait encore rien créé avec les arbres et avec la forêt. Alors, ça peut paraître illuminé, mais finalement, dans votre livre, c'est très sensé. Racontez-nous pourquoi est-il si important de bien respirer pour le corps et l'esprit. Écoutez, l'émission s'intitule « L'émission qui fait du bien » et ici, j'ai l'impression qu'on fait l'émission qui fait du lien. Parce qu'aller en forêt, il y a quelque chose de cet ordre-là. On peut entrer dans la forêt, mais ce qui est incroyable, c'est de laisser la forêt entrer en nous. Et ça, ce n'est possible que si votre état mental, votre état corporel n'est pas en situation de défense. Et pour modifier cette situation de défense, qu'on peut appeler du stress ou une situation d'urgence, de l'inflammation, eh bien, l'une des portes les plus efficaces, des techniques les plus efficaces, c'est modifier sa respiration. Et la respiration va être fondamentale parce que regardez la respiration des humains d'aujourd'hui, adultes, on pourrait respirer comme des chênes, avoir vraiment un arbre puissant à l'intérieur et très confiant, enraciné. Et à la place de ça, on a une respiration très haute, comme des êtres apeurés. Pourtant, c'est vraiment ma spécialité, je peux vous affirmer que ouvrir sa respiration, c'est la meilleure manière d'obtenir les meilleures conditions pour le corps et l'esprit. Changer sa respiration, c'est changer sa santé, c'est changer sa vie. Et donc, mais finalement, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a une bonne respiration, qu'elle n'est pas vers le haut? Parce que vous dites que finalement, quand elle est vers le haut, c'est comme un saut à l'élastique, qu'on est sur cette peur, donc on crée l'émotion de la peur, alors que d'ouvrir comme ça, racontez-nous concrètement, qu'est-ce que ça fait au corps? Alors, c'est toute une histoire. Il y a plusieurs livres à écrire là, sur le sujet. Bon, évidemment, on va me parler de l'oxygénation du corps. En fait, elle varie assez peu en fonction du stress. Par contre, on va accumuler, quand on respire trop peu, j'appelle ça de la sous-respiration, on va accumuler du gaz carbonique et ça acidifie le corps. Et le corps va devoir lutter contre cette acidification qui sans quoi, le tuerait très rapidement. Ça va fatiguer le corps et ça le met de plus dans un état d'alerte. D'autant que j'ai la théorie selon laquelle comment notre cerveau sait-il qu'on est en danger ou qu'on n'est pas en danger? Eh bien, ma théorie, c'est qu'il regarde comment on respire. Si lors d'un événement, vous respirez relax, le cerveau se dit « tout va bien ». Si pendant un événement, votre respiration est impactée et vous respirez petit, votre cerveau prend cette situation et la met dans la catégorie « mauvais souvenir ». Et ce mauvais souvenir va rester incrusté en vous, y compris dans votre manière de respirer. Donc vous accumulez les mauvais souvenirs et vous accumulez les poids qui brident votre respiration. Et tout ça mis ensemble, les stress mémoriels, les stress nerveux immédiats, les stress physiologiques comme liés à l'alimentation, des aliments inflammatoires, déséquilibrés, trop sucrés par exemple, eh bien font que le corps humain a tendance à respirer de manière étouffée. On n'est plus des chênes. Faites-moi une bonne respiration. Une bonne respiration, c'est une respiration qui va permettre aux intestins d'être massés. Et donc, il va y avoir une ouverture thoracique ici à l'inspiration. C'est une inspiration qui ne va pas monter jusqu'en haut, pas du tout bloquée comme ça. Ça va être une inspiration qui part de très bas, qui vient ouvrir les côtes. Et à l'expiration, les côtes restent quasiment ouvertes. Et vous expirez, non pas avec le haut du ventre, ni le thorax, mais quasiment avec le bas du ventre. Votre périnée se contracte et remonte. Masse vos intestins, un massage que personne ne peut vous offrir et qui va faire du bien-être à ce fameux second cerveau et drainer la lymphe, ce qui est fondamental pour une bonne santé. On regarde tout de suite la question de Steph. Oui. Mais, maman, qu'est-ce que tu fais? Je prends mon bain de forêt. Je laisse la forêt entrer en moi. Je respire. Mais on est dans ta cuisine, là. On n'est pas dans la forêt. Bah évidemment qu'on est dans ma cuisine. On habite en ville, mon petit cœur. D'ailleurs, Jean-Marie, si tu as un conseil pour les personnes et les citadins qui voudraient pratiquer la sylvothérapie comme moi, eh bien ça m'intéresse. Bon. C'est vrai ça. On va donner un petit conseil à Steph. Oui, merci. D'abord, il faut savoir qu'on pratique la sylvothérapie parfois sans le savoir. À Noël, qu'est-ce qu'on ramène dans les maisons? Un arbre. Qu'est-ce qu'on met au sommet de l'arbre? Une étoile. C'est pas rien quand même. On considère que l'arbre va faire quelque chose dans la maison, apporter du bonheur, et que ça va être quelque part le pilier qui porte le monde, l'univers. C'est très fort d'un point de vue symbolique. Puis tout le monde adore les feux de bois, le foyer qui chauffe. Alors on ne peut pas faire du feu dans les appartements et ce n'est pas Noël tous les jours.
aller à la rencontre des arbres qui sont dans les rues. J'adore les platanes de Paris. Ce sont des arbres qui sont forts, avec une présence vraiment très marquée. Et puis, le conseil que je pourrais donner, c'est de faire de la sylvothérapie presque intérieure. Ouvrir l'arbre qui est à l'intérieur de soi. J'appelle ça la respiration sylvique. En visualisant un arbre? En respirant d'une manière particulière. Arrêtez d'être tout écrasé. Quand on vient au monde, on a les côtes tout ouvertes, tout larges, on a une confiance dans la vie. Et avec les tempêtes de la vie, on a tendance à fermer ses côtes et à les paralyser. Les arbres respirent toujours de façon totalement ouverte, quelles que soient les conditions. Moi, j'invite à rouvrir ici l'espace et dans cet espace ouvert, recommencer à respirer. Alors, une dernière petite question. Pour ceux qui nous écoutent, à qui vous avez donné envie peut-être de faire un bain de forêt ce week-end, comment commence-t-on la sylvothérapie? Alors moi, j'invite à faire 2 choses. D'abord, entrer en forêt d'une façon particulière, une marche, où on va respirer en 5-7. 5 pas pour expirer, 5 pas pour inspirer, pardon. D'accord. 7 pas pour expirer. Très bien. Il y a un I dans 5 comme inspirer, un E dans 7 comme expirer. Vous marchez comme ça pendant 10 minutes. Ensuite, vous enlacez un arbre qui vous attire. Et vous ne faites pas n'importe comment. Vous l'entourez comme l'être le plus aimant et l'être que vous aimez le plus au monde. Vous racontez ça à votre cerveau et vous y croyez. Et puis vous laissez la confusion s'installer. Qui serre qui dans ses bras? Est-ce que ce ne serait pas l'arbre qui vous entoure de ses bras, cette sensation de serrement autour de vous? Et vous laissez glisser comme ça, et le résultat est extraordinaire, puisque vous êtes en train d'être tenu dans vos bras par l'être que vous aimez le plus au monde. Jean-Marie Defossé, c'est un bonheur de vous avoir sur le plateau. Merci de venir nous offrir une bouffée d'oxygène. Je représente votre livre « Sylvothérapie, le pouvoir bienfaisant des arbres ». Vous avez aussi un site internet, coachrespiration.com. Et puis, vous nous apprenez aussi à saluer les arbres et qu'on est tous aussi des grands arbres. Alors, je vous salue à la manière d'un grand arbre. Et tout de suite, eh bien, c'est la mère courage qui fait du bien. Merci beaucoup. Constance Hamel, bonjour. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui. Vous avez vécu le combat d'une vie à travers la maladie de votre fils, Martin. Votre histoire est celle d'une femme au passé très compliqué, mais finalement qui vous a conduite à rechercher toujours le mieux-être à travers différentes thérapies, différentes approches. Et d'ailleurs, je pense que c'est cet esprit de recherche qui vous a permis d'avoir la capacité nécessaire d'affronter, ou devrais-je dire d'accueillir la maladie. À l'époque, vous êtes dans la mode. Le 9 décembre 2016, à 18h, vous recevez un appel de votre fils, Martin, qui vous dit « Maman, j'ai une tumeur ». Là, vous éclatez de rire et vous dit « Si, maman, j'ai une tumeur au mollet ». Alors là, il s'avère que la tumeur est très avancée. Les médecins vous disent de vous préparer au pire. Martin a 19 ans. Et à la suite de la 2e chimio, dans la nuit, il sent plus du tout son pied. Et ça va être la franchise d'un ami médecin qui sera sans appel. Il faut amputer d'urgence votre fils Martin. Comment accueille-t-on, embrasse-t-on un combat comme ça en tant que mère? D'abord, on est sidéré. D'abord, on imagine le pire, on est choqué. Et puis très vite, je me suis demandé ce dont j'aurais besoin pour vivre ce qu'on avait à vivre ensemble, avec Martin, avec notre tribu, avec la médecine et puis tout le reste qui serait des maillons de la chaîne de guérison. Donc j'ai commencé par appeler mes amis pour leur dire je vais avoir besoin de votre aide dans les mois qui viennent, voire dans l'année qui vient, voire peut-être toute ma vie. J'ai appelé les parents du meilleur ami de Martin aussi, pour qu'ils se préparent à accompagner leur enfant. Et puis, je suis allée voir sur Internet, évidemment, comme tout le monde. Et assez vite, je me suis dit, bon, il y a 4 choses essentielles pour accompagner Martin. La première, c'est de lui trouver les meilleurs médecins. La seconde, c'est de trouver les thérapeutes qui pourront l'aider à supporter la douleur, à supporter le traitement, qui pourront aussi l'aider à cheminer intérieurement. Puisque je suis convaincue qu'il y a un lien entre l'âme et la maladie, l'âme et le corps, et tout ce qui nous arrive vient de quelque part, dans notre vie ou ailleurs. Et donc de l'aider à cheminer intérieurement aussi. Donc pourquoi est-ce que tu as cette maladie-là?
Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui n'allait pas dans ta vie? Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Quel est le déclencheur émotionnel de ta maladie? Et puis enfin, c'était gérer sa tribu, gérer notre tribu pour qu'il ait des projets à court, à moyen, à long terme, et surtout qu'il ait des paillettes dans les yeux tout le temps. C'était lui donner, que les paillettes dans les yeux lui donnent envie de vivre. D'ailleurs, vous m'avez dit avoir été sans limite, hein, quand vous avez entendu que Martin était malade. Vous avez remué ciel et terre, finalement, pour reprendre votre expression, que Martin ait des paillettes dans les yeux, jusqu'à bousculer l'Élysée, puisque François Hollande l'a soutenu, et le président de la République, Emmanuel Macron. On regarde tout de suite la surprise qu'a vécu Martin en direct pour son anniversaire. Dans quelques jours, nous fêterons notre premier anniversaire, le 6 avril. Et je voudrais aujourd'hui souhaiter un anniversaire particulier. Aujourd'hui, le jeune Martin Leferrand a 20 ans. Il est avec nous, il est à Lille, cher Christophe, et il se bat contre la maladie. Alors je sais qu'il nous regarde, qu'il pense à nous et qu'il aime la politique plus que tout. Alors bon anniversaire Martin, on t'envoie plein d'énergie. C'est très émouvant. Comment va Martin aujourd'hui ? Eh bien, depuis le 11 janvier 2018, Martin est en rémission complète. Donc, il n'y a plus de traces de nodules dans son corps. Il est à Lille, il a repris ses études. Comme lui a demandé son oncologue de reprendre sa vie comme avant, eh bien, il a repris sa vie exactement comme avant. Donc, il fait beaucoup la fête, il va en cours. Il est avec Solène, son amoureuse, qui était là avant la maladie, qui a été incroyablement là pendant la maladie, qui a accompagné son changement physique et moral. Et voilà, ils sont ensemble, ils sont très heureux et c'est très mignon. Ouais. Alors, vous avez finalement transformé votre combat en mission, puisque vous avez créé la vie Kintsugi. Oui. Alors, c'est une plateforme d'entraide et d'information. Avant de nous en parler, est-ce que vous pouvez revenir sur l'origine du mot Kintsugi? Parce que c'est merveilleux. Le kintsugi, c'est l'art de réparer une céramique cassée. Au Japon, quand une tasse est cassée, plutôt que de la jeter ou de la mettre au rebut, les brèches sont agrandies et sont réparées avec une poudre saupoudrée d'or. Ce qui fait que la brèche devient incassable et surtout, cela donne un nouveau cycle au produit. On garde l'histoire et on crée quelque chose de nouveau. La maladie, c'est pareil. À un moment, on est explosé, on est sidéré par le diagnostic, on ne sait pas comment avancer, on est sous le choc de la douleur, des traitements, du programme thérapeutique à suivre. Et en même temps, c'est l'occasion d'une pause dans sa vie par rapport à ce qu'on vivait avant pour définir un nouveau projet de vie et pour avancer différemment. Alors, vous disiez que finalement, quand on est confronté au cancer, on est très mal renseigné. Donc, c'est pour ça que vous avez créé cette plateforme d'entraide et d'information qui est assez particulière puisque vous vous êtes basé sur les 7 piliers qui déclenchent la maladie et les 7 piliers de la guérison. Oui, un peu à l'instar de Platon qui disait pour guérir quelqu'un, il faut soigner son âme avant son corps. Je pense qu'il faut effectivement soigner la globalité de la personne, enfin accompagner la globalité de la personne, à commencer par la tribu, la famille, les amis, les collègues, tout ce qui est en lien avec la personne de près ou de loin. Le médecin, choisir son médecin, être en confiance avec son médecin, poser des questions à son médecin et trouver le médecin aussi qui saura vous répondre et qui saura se faire comprendre de vous. Ça, c'est important. Trouver des thérapeutes qui vont apaiser la douleur au quotidien, puis soigner son alimentation. 25% des cancers sont aussi liés à une mauvaise alimentation. Et puis, soigner l'environnement, les ondes, la nature, l'environnement. Enfin, j'ai un prof d'hypnose qui disait il n'y a pas de Wi-Fi dans la forêt, mais il y a une bien meilleure connexion. Donc voilà, c'est travailler sur l'ensemble, la spiritualité aussi, se centrer, rester bien centré en soi, c'est essentiel. Donc voilà. Voilà. Écoutez, j'ai une petite surprise pour vous. On regarde. Coucou maman, c'est Martin. Écoute, j'ai une petite question pour toi. Voilà, donc tu as lancé ce projet quand je suis tombé malade. Et maintenant que je suis guéri, en partie grâce à toi, je voulais savoir ce qui allait te pousser à continuer ce projet et quelles allaient être tes motivations. Voilà, je te souhaite beaucoup de réussite dans ce projet qui a beaucoup de sens et dont les gens ont réellement besoin. Et je t'embrasse très fort. Bisous.
Eh bien, Martin, si je peux te répondre directement, effectivement, t'accompagner dans cette aventure, puisque c'est une aventure, a été une expérience incroyablement riche et difficile, mais pleine de sens, que j'ai découvert en moi une capacité d'accompagnement et d'empathie qu'aujourd'hui j'ai envie de mettre au profit de ceux qui n'ont pas forcément la possibilité de bénéficier de ça au quotidien. Et donc de tout mettre en œuvre pour que tout le monde puisse être accompagné comme tu l'as été. Et depuis eh bien, ce site, vous avez créé le Life Planner après le Wedding Planner. En 2 mots, qu'est-ce que c'est? En 2 mots, très simplement, quand on fait des travaux chez soi, on fait appel à un architecte qui va gérer les travaux. Quand on veut se marier, aujourd'hui, on peut faire appel à un wedding planner. Et quand on est malade, qu'on est sous le choc du diagnostic, qu'on a la douleur, qu'on a la fatigue, on va suivre le protocole comme ça, sans forcément se poser trop de questions. L'idée du Life Planner, c'est d'inviter à prendre un tout petit peu de recul et puis de regarder ces 7 piliers, de voir comment on les vit et puis peut-être d'inviter la personne à redéfinir son projet de vie. Constance Hamel, merci pour votre témoignage bouleversant et tellement encourageant. On embrasse aussi Martin, qui doit sûrement nous regarder, qui est beau comme tout, comme sa maman d'ailleurs. Je redonne votre site, lavikintsugi.com, un site d'entraide et d'information pour lutter contre le cancer. Et puis, tout de suite, c'est la revue de presse qui fait du bien. Merci infiniment, Constance. Merci. Et si l'on se trompait complètement sur le sens du mot narcissique? Pour le philosophe et fondateur occidental de méditation Fabrice Midal, l'histoire de Narcisse n'est pas celle d'un jeune homme amoureux de lui-même qui finit noyé dans une source, puni par les dieux de s'être trop aimé. Au contraire, Narcisse renaît tel le narcisse, cette fleur du printemps, car il se reconnaît enfin, s'ouvre au monde et à l'amour. Finalement, la légende de Narcisse ne dit donc pas qu'il ne faut pas s'aimer, elle explique la nécessité de se rencontrer et de s'accepter. Un dossier entier ce mois-ci dans Psychologie Magazine qui vous donnera envie d'oser le jeu et d'affirmer vos convictions en prenant des risques. Si les animaux de compagnie sont bien incapables de distinguer une plante inoffensive d'une plante toxique, c'est à nous de faire preuve de vigilance et de s'assurer qu'elle ne représente aucun danger pour l'animal. Des conseils avisés que vous retrouverez ce mois-ci dans le magazine Rebelle Santé qui nous recommande d'éviter par exemple les variétés comme l'amaryllis, les azalées ou encore les bégonias pour la maison et de ne surtout pas hésiter à éduquer et prévenir son animal de compagnie en lui interdisant de mâchouiller les plantes d'intérieur. Et pour finir en beauté, le magazine Grazia met en lumière cette semaine la reine d'Hollywood Meryl Streep en revenant sur son parcours, son engagement et ses combats politiques. Une interview passionnante d'une grande femme avant tout humaniste qui n'hésitera pas à dire lors des derniers Golden Globes « L'irrespect invite à l'irrespect et quand le pouvoir utilise sa position pour attaquer les autres, nous sommes tous perdants ». Je vous l'ai annoncé en début d'émission, j'ai eu la chance d'être reçue par le petit-fils du Mahatma Gandhi, Arun Gandhi, pour la sortie de son livre formidable, Le pouvoir de la colère. Nous avons pu échanger sur ses souvenirs d'enfance avec son grand-père et en apprendre davantage sur le formidable héritage philosophique qu'il lui a transmis, basé sur la paix, la non-violence et l'éducation. On regarde. Arun Gandhi, bonjour, bienvenue à Paris. Je suis ravie de pouvoir partager un moment avec vous aujourd'hui. Vous avez passé 2 ans de votre vie, de l'âge de 12 ans à l'âge de 14 ans, avec votre grand-père, le Mahatma Gandhi, que vous appeliez Babouji, plus simplement. Il avait un amour inconditionnel pour vous et recherchait toujours ce qu'il y avait de meilleur en vous. Comment éveille-t-on un enfant à la paix ? Je pense que c'est en leur montrant ce que l'amour, le respect, la compréhension, la reconnaissance ou encore la compassion signifient vraiment. En vivant ces valeurs, en leur montrant dans votre façon de vivre, pas juste en leur en parlant, mais vraiment en le vivant. Le pouvoir que mon grand-père avait, c'est qu'il ne disait pas aux gens de faire des choses qu'il ne faisait pas lui-même. Il les vivait, il les pratiquait, et c'est comme ça qu'il a impressionné même des enfants. Souvent, en tant que parents, en tant qu'adultes, on parle aux enfants de haut en leur disant « tu dois faire ça juste parce que je te le dis ». Alors qu'ils nous voient faire le contraire. Forcément, ça n'a aucun impact sur eux. Mais si vous leur montrez dans votre façon de vivre le meilleur comportement humain, alors ils apprendront plus facilement.
then they learn better. Pour Gandhi, l'humanité tout entière est une grande famille. Il répondait toujours avec de l'amour, du pardon devant la violence et la haine. Comment arriver à développer un amour inconditionnel devant l'injustice et pourquoi est-ce si important de suivre ce comportement? L'injustice a lieu car il n'y a pas d'amour, pas de compréhension. C'est pour cela que ça arrive. Ce qu'on veut, c'est éliminer l'injustice, éliminer toutes les choses négatives qui arrivent dans nos sociétés et montrer que cela peut être remplacé par l'amour. Vous savez, on a construit une culture de la violence, qui a dominé tous les aspects de nos vies. La religion, les relations humaines, économiques, la vie sociale, l'éducation, tout est dominé par la culture de la violence. Et la culture de la violence fait ressurgir toutes les choses négatives en nous, toute la haine, les préjugés, la frustration, la colère, toutes ces choses qui nous dominent tout le temps. Ce que nous devons faire, c'est changer cette culture de la violence par une culture non violente. Une fois qu'on aura changé ces cultures, qu'on aura apporté de l'amour, du respect, de la compréhension, alors on n'aura plus d'injustice. On aura une société où tout le monde se respecte. Cela va prendre beaucoup de temps, mais il faut bien commencer. Je vais revenir sur votre livre, Le pouvoir de la colère et les 11 leçons de vie que vous a enseigné votre grand-père Gandhi, comme utiliser la colère à bon escient, hein, ça fait partie d'une des leçons de vie. Pourtant, la colère provoque les guerres dans le monde. Comment la transformer en valeur positive? Mon grand-père Gandhi disait: la colère, c'est comme l'électricité. C'est utile, c'est puissant à la seule condition de l'utiliser intelligemment. Mais cela peut être meurtrier et destructeur si on en abuse. Comme on canalise l'électricité, et on l'utilise pour le bien de l'humanité, on peut faire la même chose avec la colère, pour utiliser cette énergie intelligemment et en faire une force positive dans nos vies, plutôt que d'en abuser et de créer de la violence. C'est important qu'on comprenne la colère et qu'on comprenne comment c'est généré. Cela commence avec l'éducation de nos enfants à la maison. Et ça arrive à chaque fois qu'on menace nos enfants de punition, à chaque fois qu'on leur dit qu'on est l'autorité, à chaque fois qu'on les oblige à faire ce qu'ils doivent faire sous la menace d'une punition. Ça, ce sont les premières graines de la violence qu'on plante dans l'esprit de nos enfants. Les enfants grandissent en se disant que toute personne qui fait quelque chose de mal doit être punie. Le cycle de la violence commence chez nous, avec nos enfants, et il se propage dans la société. C'est pour ça qu'on doit changer l'éducation des enfants. Chez nous, à la maison, on n'était jamais punis. Dans ma famille, quand on faisait quelque chose de mal, on n'était pas punis. Nos parents nous mettaient en pénitence. C'est-à-dire, ils nous nourrissaient toujours, on s'asseyait tous ensemble à table, et ils nous parlaient, ils nous expliquaient qu'ils allaient jeûner parce qu'ils n'étaient pas de bons parents et qu'ils ne nous avaient pas bien éduqués. Faire pénitence plutôt que punir est une façon plus aimante et plus respectueuse d'éduquer ses enfants que le bâton. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes optimiste pour l'avenir? Je suis toujours optimiste, sinon la vie serait impossible à vivre. Il faut croire en l'humain, croire que les gens feront les bonnes choses au bon moment.
Tout ce que je peux faire, moi, c'est sortir et planter des graines de paix dans l'esprit des gens. Et aussi espérer qu'elles germeront un jour et que j'aurai un champ d'artisans de la paix. Donc oui, je suis optimiste. Est-ce que vous considérez Gandhi comme votre grand-père ou comme un maître? Je pense que Gandhi, je le considérais plus comme mon grand-père, comme Bapuji, comme un grand-père aimant. Et je pense, comme je vous l'ai déjà dit, que c'est à travers sa façon de vivre, celle qu'il enseignait aux autres, que je continue encore à apprendre des choses. Apprendre des choses de lui à travers ce que j'entends et ce que je lis sur lui. Mais c'est aussi important pour nous de ne pas être dogmatique à propos de son enseignement. Il y a beaucoup de choses qu'il a dit, beaucoup de choses qu'il a écrites il y a plus de 50 ans, et qu'on ne peut pas appliquer aujourd'hui parce que la société a changé. Donc, il faut qu'on ait cette compréhension, cette sincérité, qu'on soit capable de traduire l'essence de ce qu'il a dit il y a 50 ans et d'essayer de voir comment appliquer ces valeurs aujourd'hui dans notre société. Il avait toujours les mains jointes. Namasté. Thank you very much, Namaste. Merci. Gandhi, thank you. Merci. C'était un plaisir de vous rencontrer. L'émission touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, avec bonheur, bien entendu. Belle journée à tous.